Alors bonjour à toutes et à tous. L'objectif de cette petite présentation enregistrée est de vous présenter le résultat du projet de modélisation hydrologique qui a été réalisé sur le bassin versant de la Vesdre. Alors il est bien sûr complètement particulier à ce bassin versant parce qu'on a pris en compte les caractéristiques du bassin, son relief, son sol, l'occupation du sol. Mais ce qu'on a voulu vous montrer à travers cette vidéo, c'est à quoi finalement on pouvait aboutir comme type de résultat, comme ampleur d'efficacité des différentes mesures qui ont été modélisées, simplement en espérant que ça puisse finalement inspirer l'ensemble des CTSBH auxquels cette vidéo va être présentée. C'est évidemment compliqué pour nous d'être présents dans chacune de vos réunions, mais on reste disponible et le rapport qu'on a produit pour cette étude en particulier est disponible sur notre site web et vous pouvez bien entendu le télécharger pour approfondir un petit peu les choses. Alors dans le cadre du bassin versant de la Vesdre, ça a été flagrant, mais c'est vrai aussi dans chacun de vos bassins versants. On sait aujourd'hui que le fonctionnement hydrologique est un petit peu mis à mal, à la fois en raison du changement climatique, mais aussi en raison du changement de l'occupation des sols, en raison du changement de nos manières de vivre, du fait que l'on prélève dans certaines ressources, du fait que l'on imperméabilise, que les pratiques agricoles évoluent, que les chemins de l'eau sont parfois modifiés par des ouvrages construits. Et tout ça, en fait, ça se reflète dans ce qu'on appelle les limites planétaires. C'est un indicateur qui a été proposé par l'Institut de durabilité de Stockholm. On y parle de eau bleue, l'eau que l'on voit, l'eau qui se trouve dans les rivières, l'eau aussi que l'on voit dans les nappes, et aussi eau verte, c'est-à-dire l'eau qui se trouve dans la végétation, l'eau qui se trouve dans le sol. Et nous, en tant qu'hydrologues, agents de l'agrobiotech, on regarde un petit peu ces différents cycles de l'eau bleue, de l'eau verte, et on essaie de représenter le fonctionnement hydrologique dans les systèmes naturels ou légèrement anthropisés, qui couvrent une bonne partie de vos bassins versants. Et notre idée, c'est de dire qu'on a matière à travailler là pour améliorer un peu le fonctionnement de ces bassins versants. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le fonctionnement de ces bassins versants? On peut essentiellement travailler sur deux grands aspects. Tout d'abord, les volumes d'eau qu'il faut gérer. Alors, on sait que quand on a un sol qui est imperméabilisé, le ruissellement sera beaucoup plus important. Donc, on va avoir un volume d'eau beaucoup plus important qui arrive dans les rivières et qui peut causer des débordements et des dégâts. Donc, c'est dès le bassin versant que ça se gère, que ça s'anticipe, que ça s'évite. Et le deuxième aspect, c'est la dynamique à laquelle l'eau va se transférer dans le bassin versant et vers l'exutoire, vers la rivière et de plus en plus en aval. Et cette dynamique aussi, elle est influencée par les modifications du bassin versant. L'eau va ruisseler beaucoup plus vite sur une terre qui est nue que sur une terre qui est couverte de végétation. L'eau va ruisseler beaucoup plus vite dès lors qu'elle est canalisée et qu'elle est reprise par des systèmes d'égouttage ou de fossés. Et donc ça aussi, ça doit être pris en compte pour éviter des grands pics de crue, parce que si toute l'eau arrive au même moment à un exutoire, ça va poser des désordres et des dégâts beaucoup plus importants que si un même volume d'eau arrive en étant étalé dans le temps ou en plusieurs petits pics successifs. Alors, dans le bassin de la Vesdre en particulier, on s'est basé sur la réflexion du schéma stratégique qui a été lancé par la Wallonie après les inondations et où toute une série de spécialistes ont été mis autour de la table, des urbanistes, des architectes, mais aussi des spécialistes de la biodiversité, des spécialistes de l'hydrologie, des spécialistes de la sociologie, de tout ce qui est déplacement, mobilité, pour essayer d'avoir un projet qui ne soit pas regardé avec uniquement les lunettes de l'hydrologie ou de l'hydraulique, mais avec vraiment les lunettes de l'ensemble de la société. Et donc, ils nous ont alimentés avec une série de pistes de solutions hydrologiques. Et l'objectif de notre projet derrière a été de les implanter dans les différents contextes du bassin versant, de manière cohérente avec ces contextes. Alors, on a décidé de travailler sur trois contextes. Le premier, je vais les passer en revue tous les trois. Le premier, c'est les zones naturelles type tourbière et forêt. Alors, c'est typique du bassin versant de la Vesdre. On ne retrouve pas ça beaucoup dans les autres bassins versants de Wallonie. Mais là, on avait l'occasion de tester la restauration de ces tourbières qui était vue comme un moyen de réduire les ruissellements.
Donc ici, on a travaillé sur une sous-ensemble, le bassin versant de la L, qui fait une 40aine de kilomètres carrés. Et vous voyez que les zones roses sur ma carte, ce sont les zones de tourbières sur lesquelles on a modélisé une représentation de la restauration des tourbières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qui est illustré sur ma petite photo aérienne, débouchage de drains, le creusement de mares, faire en sorte au maximum de retenir l'eau le plus en amont possible. On a aussi travaillé un petit peu sur les pratiques forestières, puisqu'il y a une partie du bassin versant qui est en forêt. Et là, on a travaillé sur la diversification des milieux, j'aurai l'occasion d'y revenir, et sur des pratiques qui permettent de restaurer la structure des sols forestiers, éviter la compaction et donc espérer une meilleure infiltration. Alors qu'est-ce que ça a donné? Ce graphique de gauche que je vais vous présenter plusieurs fois, il vous montre les débits maximum des pics de crue après aménagement comparé à ces mêmes débits maximum dans un bassin versant tel qu'il est aujourd'hui, donc non aménagé. Et donc, si on est sur la ligne 1.1, ça veut dire qu'il y a zéro impact des aménagements. Vous voyez qu'ici, on est un tout petit peu en dessous. On a en moyenne une diminution de 5% des pics de crue. C'est très peu, c'est une efficacité très limitée. Et si on regarde les cartes de droite, qui sont les cartes à gauche de production, de ruissellement, l'écoulement par rapport à la pluie, quelle est la part de la pluie qui s'est écoulée, eh bien, on voit que c'est uniquement les zones aval de ce bassin versant, les zones forestières et pas du tout les zones tourbeuses qui ont retenu de l'eau. Et si le coefficient de ruissellement était quasiment de 100% sur les zones tourbeuses, la carte de droite, elle vous montre les différences avant-après aménagement. On voit que quand il y a des différences, c'est uniquement dans la zone forestière. Donc le résultat de ça, c'est de dire, dans les zones naturelles de type tourbière, très difficile, même en restaurant les tourbières, de retenir de l'eau. Ces milieux-là ruissellent. C'est important de préserver les tourbières, mais ce n'est pas performant hydrologiquement parlant. On a pris un autre bassin versant, un autre contexte pour traiter la forêt. Et là, on a pris le bassin versant de la Hogne, qui est lui aussi un tout petit peu concerné par les tourbières, mais c'est beaucoup plus limité, et en grande partie concerné par des forêts. Et là, on a travaillé vraiment la thématique forêt. On a implémenté des mesures du type modification des types de forêt. On est passé de plantation d'épicéas monospécifiques en rang sur sol drainé. On a converti dans le modèle ces forêts en des forêts feuillues diversifiées avec différentes essences. Ce qui est très important, différentes profondeurs d'enracinement et des dynamiques de végétation aussi différentes, puisque bien entendu les feuillus sont plus actifs en été et perdent leurs feuilles en hiver. Ça change aussi un petit peu le cycle hydrologique. On a aussi bouché les drains, on a posé des redans dans les fossés, on a creusé des mares pour utiliser finalement toute la palette des solutions qui avaient été proposées par le schéma stratégique d'Est. Alors qu'est-ce que ça donne? Vous voyez les mêmes graphiques ici. En termes de bénéfices sur les débits de pointe, on diminue les débits de pointe de 11%. C'est quand même mieux, c'est plus intéressant, il y a quand même un effet sensible et on voit que de nouveau, c'est les zones les plus en aval du bassin versant qui ont le meilleur potentiel d'amélioration du bilan hydrologique. Les zones plus au nord ici, qui sont des sols hydromorphes, des zones encore tourbeuses par endroits, ruissellent quoi que l'on fasse. On a commencé, puisque les performances commençaient à être intéressantes, on a commencé à essayer de discriminer les performances relatives de chacun des aménagements. Et ce qu'on voit, c'est que l'efficacité la meilleure, c'est ce qui concerne la transformation des forêts résineuses en forêts feuillues et les pratiques forestières de conservation des sols, éviter la compaction des sols. Donc, ça veut dire que le sol va être un élément clé à regarder quand on veut mettre en place des mesures de conservation hydrologique. Il faudra vraiment regarder la qualité des sols pour bien localiser les interventions. Ce qui tombe bien, c'est qu'en Wallonie, on a une excellente carte des sols. On connaît vraiment très bien les propriétés des sols. On a pu, grâce à ces modélisations, et je regarde un peu ici plus en détail pour comprendre ce qui se passe, puisqu'on a un début de solution, regarder un peu quelles étaient les modifications des bilans hydrologiques pour comprendre un peu ce qui se passe dans ces restaurations. Et en fait, le fonctionnement, le mécanisme qui se met en place, c'est que les forêts feuillues, elles infiltrent beaucoup plus.
et elles augmentent leur évapotranspiration aussi. Pourquoi? Parce qu'elles ont un enracinement nettement plus profond que les forêts d'épicéa et que donc elles vont chercher de l'eau en profondeur qu'elles renvoient dans l'atmosphère. Comme elles font ça, le sol il est plus sec au début de chaque pluie, en moyenne en tout cas, et donc il a une capacité d'infiltration supplémentaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on a voulu regarder si ces mesures elles étaient utiles, pas uniquement pendant les périodes de crue, mais aussi pendant les périodes de sécheresse. Et donc ici, vous avez une cartographie du nombre de jours consécutifs de stress hydrique pour une période de retour de 25 ans. Bon, alors c'est le même principe que pour les périodes de retour que l'on calcule sur les crues. Ici, on a calculé une période de retour d'une sécheresse et on a cartographié les zones les plus à risque de sécheresse, en fait, où le nombre de jours est le plus important. Et on voit que ce nombre de jours, en général, il a diminué dans le bassin versant aménagé. Et donc, ça veut dire que ces mesures de gestion hydrologique, elles sont utiles, ok, de manière raisonnable, 10%, 11%, elles sont utiles pour les crues, mais elles sont aussi utiles pour lutter contre la sécheresse. Et ça se comprend puisque finalement, on se sert plus du sol, et donc on a plus d'eau qui rentre dans le sol, qui est disponible pour les arbres, pour les plantes, au moment des périodes de sécheresse, et donc il y a plus de résistance, en fait plus de résilience à ces sécheresses dans un bassin versant plus diversifié. Le troisième contexte qu'on a étudié en détail, c'est le contexte du bassin versant de la Magne. Alors c'est rive droite, plus au nord du bassin versant de la Vézre, et là on est vraiment en zone agricole, mais pas uniquement, on est en zone agricole et on est quand même avec pas mal d'habitats à caractère rural. Le sud de la commune de Herve, on est au sud de la route qui va de Herve à Fléron, et donc c'est quand même assez bien habité. L'habitat, c'est ce qu'on voit en rouge sur ma carte. Alors on pourrait se dire que là, on est dans un paysage agricole qui est assez particulier, le plateau herbagé, qu'on a beaucoup de prairies, qu'on a quand même encore des haies, peut-être encore plus qu'ailleurs, et que donc on n'a pas beaucoup de voies d'amélioration. Mais on a suivi les recommandations du schéma stratégique Vézre et on a densifié très fort le réseau bocager en mettant des haies tout autour des parcelles, de chacune des parcelles. Oui, on y a été très fort, on a mis des haies tout autour de chacune des parcelles. Alors pourquoi est-ce qu'on pense que ça vaut quand même la peine de regarder un scénario comme celui-là, même si on se doute bien qu'en termes d'acceptabilité par le milieu agricole, ce ne sera peut-être pas simple? Parce qu'on s'est basé sur des études que l'on mène par ailleurs, où on crée des haies qui sont productives. Ce sont des haies qui sont rentables. Oui, on consomme de la surface, mais on s'en sert, soit pour l'alimentation du bétail, soit pour faire de la biomasse énergie, et on peut imaginer d'autres valorisations. Donc ici, on est vraiment parti sur l'idée d'un bocage productif qui permet de générer un revenu pour les agriculteurs. On a aussi dans les parcelles de maïs, puisque les cultures là-bas c'est essentiellement du maïs, on a utilisé les techniques du rouleau en maïs qui permettent de faire des petits creux entre les rangs, qui sont des petites bassines qui vont surtout stocker les premières pluies, mais on va voir que sur le long terme ça peut compter. Et dans les parcelles plus classiques de céréales notamment, on a utilisé des techniques culturales simplifiées. Alors qu'est-ce que ça donne en termes de performance? Là c'est quand même assez flagrant, on a une diminution en moyenne des pics de crue à l'exutoire de l'ordre de 30%. Donc c'est pas rien du tout, c'est significatif et il faut vraiment comprendre ça comme étant un service que le domaine agricole peut rendre à l'ensemble du bassin versant. C'est pas le domaine agricole qui ruisselle, on le voit sur ma carte, c'est pas les parcelles agricoles qui ruissellent en majorité, ce qui ruisselle ce sont un peu les vallées mais surtout les zones habitées, les infrastructures, l'autoroute. Mais par contre, le domaine agricole, c'est là qu'on voit une différence sur la production de ruissellement parce qu'il permet de réinfiltrer l'eau qui a ruisselé dans la zone urbaine. Donc, il rend service. Parce que ça pose des questions, ça ouvre des débats sur qui doit porter le coût, qui doit porter le risque éventuellement de mettre en place ces mesures. Mais en tout cas, mon message, c'est de dire que dans le domaine agricole, comme on a des sols de bonne qualité qui peuvent infiltrer encore plus qu'aujourd'hui, on a la possibilité au niveau de l'agriculture de rendre service à la société.
On a regardé de la même manière l'efficacité par type d'aménagement et on se rend compte qu'un peu tous les aménagements qu'on a testés, que ce soit le rouleau en maïs, les techniques culturales simplifiées, les barrières interparcellaires, ont tous une efficacité. Forcément, les méthodologies de fonctionnement ne sont pas les mêmes. Et quand on regarde les bilans, on se rend compte que les barrières interparcellaires, elles jouent ce même rôle de prélèvement de l'eau en profondeur parce que l'enracinement peut être profond et donc évaporation plus importante et donc sol plus sec en moyenne au droit de ces parcelles qui vont pouvoir donc infiltrer davantage. Ce qui était un point d'importance aussi, c'est on a regardé la recharge et la recharge, elle est quasiment inchangée. Donc le fait que l'on infiltre et que l'on évapotranspire, ça veut dire qu'au bilan sur l'année, la recharge, elle reste relativement la même que par le passé. Elle est à peine modifiée, en tout cas dans ce contexte-là. C'est un point d'attention, hein, bien sûr, il faut bien sûr s'assurer que nos nappes continuent à se remplir. Dans ce cas-ci, c'était le cas, et donc on a une bien meilleure performance hydrologique d'un bassin versant avec ce scénario d'aménagement dans le domaine agricole. Ici, vous avez des variations des stocks d'eau dans les sols, des variations de l'infiltration, de l'évapotranspiration potentielle au cours de l'année 2020 qui a été particulièrement sèche et au cours de l'année 2021 qui, je ne dois pas vous le rappeler, a été particulièrement humide. Et c'est ce genre d'analyse, ce genre de graphique avec la version post qui est la version aménagée et la VO qui est la version originale qui nous permet de comprendre le mécanisme qui s'est mis en place avec ces aménagements. Même regard sur la sécheresse, quelle est la variation du nombre consécutif de jours de stress et on voit que là aussi, on est surtout dans une dominance de bleu, donc on est surtout avec une diminution du nombre de jours de stress hydrique. Donc encore une fois, on est sur une mesure qui est no regret parce qu'elle est utile à la fois pour lutter contre les pics de crue, mais aussi pour être plus fort face à des sécheresses importantes. On a été encore plus loin dans ce domaine agricole en se disant qu'on devait peut-être repenser les choses, repenser la manière d'organiser nos paysages. Moi, j'en suis de plus en plus persuadée. Je pense qu'on doit vraiment regarder ce qui se passe ailleurs dans le monde en termes de gestion hydrologique paysagère parce que demain, les sollicitations climatiques, elles seront beaucoup plus extrêmes. On sait que le cycle hydrologique, il s'intensifie. Les pluies fortes sont de plus en plus fortes, les sécheresses sont de plus en plus sévères. Et donc, face à un cycle hydrologique qui s'intensifie, il faut repenser notre organisation du territoire. Et il y a d'autres personnes qui le font. Vous avez peut-être entendu parler de ces designs en keyline, en lignes clés, qui suivent le relief, qui adaptent finalement les parcellaires au relief, au paysage. On est allé voir ce qui se fait dans la Drôme en France parce qu'il y a plusieurs sites qui sont aménagés et on a essayé de reproduire cela dans un petit bassin versant au sein du bassin versant de la Vesdre. C'était un travail de fin d'études qui a été un peu plus loin que ce qui nous était demandé dans le projet. Et donc on a dessiné des keylines, on a représenté ces systèmes de talus, de fossés talus avec une haie sur le talus posé dans le territoire, vraiment sur base du paysage, et on a regardé ce que ça donnait au niveau hydrologique. Alors, on a vu que en plus des autres mesures, ça donnait une efficacité de l'ordre de 12 à 14% supplémentaire. Donc, les choses s'additionnent. Donc, c'est encore plus intéressant si on combine ces systèmes de haies, de pratiques agricoles, de conservation des sols, de rouleaux en maïs et un keyline design. On peut aller vraiment très loin dans la robustesse hydrologique d'un bassin versant. Attention, ça ne marche pas partout. On l'a testé aussi dans les zones forestières. Là, les sols sont hydromorphes, ils ont moins de capacité d'infiltration. Ça fonctionne pas. Les fossés se remplissent et ils n'ont pas le temps de se vidanger. Et donc, dès qu'il y a deux pluies qui se succèdent, l'impact sur le débit est annulé. Donc, il y a vraiment des contextes dans lesquels ça marche et des contextes dans lesquels ça marche moins bien. C'est important, toujours bien regarder la mesure est-elle adaptée au contexte. Et dernier point qu'on n'a pas abordé directement dans l'étude, mais qui me paraît important de mettre dans la discussion que vous allez avoir, c'est tout ce qui concerne l'habitat. En juillet 21, dans le bassin versant de la Magne, il y avait 15% de surface imperméabilisée. Ça a produit 25% du ruissellement total. Et donc, moi, je porte un message très clair. Première priorité, arrêtez l'imperméabilisation.
Deuxième priorité, c'est pas un gros mot, regardez ce que l'on peut désimperméabiliser. Et puis faire appel à toutes les solutions qui sont inspirées par la nature. C'est ce sur quoi on a travaillé parce que grâce à la nature, on peut stocker, on peut évapotranspirer et on va avoir plein de co-bénéfices parce que c'est joli, parce que ça soutient la biodiversité, parce qu'en ville, ça permet de consommer la chaleur et donc de rafraîchir, parce que la nature appelle tout de suite le lien social, permet d'avoir des lieux de rencontre qui sont très agréables. Et donc, il faut vraiment garder ce mouvement-là vivant, il faut accentuer les choses chez nous. Et pour clôturer le volet modélisation, je vous montre un tout petit essai supplémentaire que l'on a réalisé toujours dans la Magne, toujours sur base du scénario stratégique VESDRE, où on a eu l'occasion de voir quelles étaient les zones qui étaient encore adéquates ou dites adéquates à l'urbanisation. Ça représente 2,4% du bassin versant. Eh bien, si demain, on imperméabilise ces 2,4% de la surface du bassin versant en plus, le débit de pointe à l'exutoire, il augmente en moyenne de 5%. Et donc, on perd très vite par l'urbanisation le bénéfice des efforts que l'on va poser dans les autres zones du bassin versant. Donc, attention à cela, il y a vraiment nécessité de réfléchir partout dans le bassin versant pour optimiser le fonctionnement hydrologique. Je termine avec une illustration que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux et qui synthétise un petit peu notre étude. On voit ce qui est le plus utile, c'est vraiment dans les sols les plus performants, les mieux drainants. Mais il y a des petites choses que l'on peut faire aussi dans les sols de moins bonne qualité, souvent en ayant recours plutôt à des blocages de fossés par des redans, stockage en surface. En tout cas, chaque hectare compte, c'est vraiment une grande leçon de cette étude. Chaque hectare compte et chaque hectare doit vraiment prendre la mesure de sa responsabilité hydrologique. Et ceux qui peuvent rendre un service à l'ensemble de la société méritent vraiment d'être encouragés par l'ensemble de la société.